Tout d'abord, nous allons nous intéresser à une alimentation en plein développement, l'alimentation biologique. Pour de plus en plus de Français, c'est la solution contre les produits contaminés par les engrais et les pesticides. Aujourd'hui, les produits vedettes du bio, c'est le pain, le lait et les œufs. Même si l'œuf bio est plus cher que l'œuf classique, en France, près de 8 œufs achetés sur 100 sont biologiques. Comment sont-ils produits? Sont-ils vraiment bio? Et bien sûr, au bout du compte, quelles sont les différences entre les œufs bio et les autres? Regardez. Ici, pour ces poules pondeuses, c'est presque la vraie vie à l'ancienne. Une prairie et de l'espace pour se dégourdir les pattes au grand air. Rien à voir avec une exploitation industrielle en batterie. Nous sommes dans le Loiret, sur un élevage biologique. Philippe Legrel, le propriétaire, s'est installé ici il y a un an. On vit avec ces poules à leur rythme. On les observe et c'est en les observant et en leur donnant quelque chose qui ressemble le plus à ce que leurs ancêtres connaissaient naturellement à l'état sauvage, c'est par ce biais-là que l'on arrive à avoir une poule qui est équilibrée, qui est en bonne santé et qui va pondre correctement. État sauvage, pas tout à fait, mais le label certifié biologique est soumis à un cahier des charges très strict. Tout d'abord, pesticides interdits dans leurs prés. Et ici, à l'intérieur, il n'y a que 7 poules au mètre carré. Dans les élevages en batterie, elles sont 3 fois plus nombreuses. Pour vérifier tout cela, un organisme certificateur de la filière bio passe 2 fois par an. Dans cet élevage, c'est une société agréée, mais choisie et rétribuée par l'éleveur et les dates de visite sont prévues. Depuis la taille des perchoirs jusqu'au nombre de nids, chaque détail compte. On vérifie aussi la consommation électrique du poulailler. Éclairage de 5h à 21h, c'est la norme dans la filière des œufs bio. Ici, il est interdit de stimuler artificiellement la ponte par un éclairage 24 heures sur 24. Mais surtout, pour qu'un œuf soit bio, l'alimentation des poules est réglementée. 6 fois par jour, les volailles sont nourries avec un mélange de céréales bio, mais bio à 90% seulement. Car la filière tolère malgré tout l'utilisation de 10% d'aliments non biologiques. Les farines animales sont interdites, sauf celles de poisson. L'analyse des farines ne doit révéler la présence d'aucun produit chimique qui améliore le rendement, comme les antibiotiques par exemple. Leur utilisation est strictement interdite. Le contrôleur prélève des échantillons pour vérifier que les normes sont respectées. L'éleveur, lui, est bien obligé de s'en remettre à son fournisseur. Je vais faire 3 prélèvements d'environ 500 grammes. Donc j'en enverrai un au labo, j'en garde un pour moi et puis je vous en laisse un scellé. J'ai juste la certitude qu'ils sont eux aussi contrôlés comme moi je le suis par un organisme certificateur Qualité France, Écossaire ou d'autres. Donc chacun doit faire confiance au maillon qui est avant ou après et on est tous contrôlés. L'organisme de contrôle est donc le seul à vérifier l'origine de l'alimentation. Pour être sûr qu'aucune céréale non bio n'entre sur l'exploitation, le contrôleur épluche les factures des fournisseurs. On vérifie que c'est bien de l'aliment bio à partir de la désignation de l'aliment et puis de l'étiquette. On vérifie que c'est bien contrôlé par un organisme. C'est un simple certificat qui authentifie la qualité bio de la livraison. Alors pour savoir ce que mangent vraiment les poules de Philippe Legrel, une visite à son fournisseur d'aliments s'impose. Direction le Loir-et-Cher, dans cette coopérative qui reçoit les matières premières brutes. Dominique Antoine réceptionne les livraisons. Un bon d'accompagnement atteste de la provenance du blé et certifie son origine biologique. Vous avez la mention du produit, le blé, la variété Renan et c'est du bio. Au préalable, on a les prévisions de livraison des producteurs qui nous ont envoyé ce qu'ils allaient faire. On connaît les surfaces, on connaît probablement les rendements. Je compare avec les prévisions de déclaration, de livraison, et je vois si c'est cohérent ou pas cohérent. Ça va ? Gérard Tafforo est responsable du silo. Au moment de la livraison, le certificat est le seul élément officiel de traçabilité. Sans ce document, il devrait refuser la marchandise. Enfin, il y a le numéro de camion. En cas de doute, c'est arrivé une fois, une benne n'a pas été identifiée, elle a été remise dans le conventionnel. On n'a pas prise en bio. Autrement dit, ce jour-là, la coopérative a pressenti la fraude et peut-être évité l'arnaque. Pour nous, Dieu merci, ça arrive pas souvent, mais je ne peux pas dire ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, il y a toujours un risque potentiel. Le problème, c'est que la France ne produit pas assez de céréales. C'est donc une matière première très recherchée. Certains l'ont bien compris, le bio est un marché juteux où l'on peut gagner beaucoup d'argent. Près d'une dizaine de scandales mis à jour depuis 5 ans en sont la preuve. Plusieurs sociétés importantes sont impliquées dans des trafics internationaux de céréales. Des éleveurs ont donné à leurs poules sans le savoir 100 000 tonnes de fausses céréales bio. Cela en partie grâce à des factures bidons ou falsifiées, car les négociants en céréales ne sont soumis à aucun contrôle.
C'est toute la limite de la traçabilité et c'est une faille sérieuse de la filière bio. Conséquence de ces fraudes, la France resserre sa réglementation sur le bio. Les éleveurs devront désormais produire une partie de l'alimentation bio de leurs volailles. Retour chez l'éleveur, installé depuis peu, Philippe Le Grel se prépare à cette nouvelle exigence. Il a planté cette année 7 hectares d'avoine. Ces céréales vont servir en partie à nourrir mes poules, puisque donc le nouveau cahier des charges bio oblige l'éleveur de volailles à produire 40% de ce que mangent ses poules. L'obligation de produire 40% de l'alimentation des poules devrait limiter les importations et donc restreindre les fraudes. Mais cette mesure ne sera vraiment obligatoire qu'en 2003. Malgré les scandales de la filière bio, près de 7 Français sur 10 pensent que ces produits sont meilleurs pour la santé. La consommation d'œufs bio, par exemple, a été multipliée par 10 en 12 ans. Alors, œufs industriels ou œufs bio, quelle vraie différence ? Pour le savoir, nous avons fait pratiquer dans ce laboratoire indépendant un bilan nutritionnel complet. Lipides, protides, glucides, acides gras, tout a été comparé. D'un point de vue nutritionnel, la différence s'avère peu sensible. L'œuf bio contient un peu plus de protéines et d'acides gras que l'œuf industriel. Mais pour Jean-Michel Le Serre, nutritionniste spécialiste des produits biologiques à l'Institut Pasteur de Lille, rien de très significatif. À les regarder, à part la couleur, il n'y a pas de différence entre cet œuf qui est bio et celui-ci qui ne l'est pas. Quand on regarde la composition nutritionnelle, il n'y a pas de différence, mais c'est un peu normal, puisque les œufs ont une composition qui est totalement liée à la génétique. Non, ce qui compte, c'est plutôt d'autres aspects de la composition nutritionnelle de l'œuf, en particulier les graisses de l'œuf, mais qui sont liées non plus à l'aspect bio ou pas bio, qui sont liées essentiellement au type de nourriture que vous donnez. Plus ou moins grasse, la nourriture a donc une influence, mais le fait qu'elle soit bio ne change rien. Reste à savoir si entre un œuf industriel et un œuf biologique, les pesticides font la différence. Deuxième analyse. Résultat, aucun résidu suspect de pesticides n'a été détecté ni dans l'un ni dans l'autre. Les œufs industriels testés sont donc sans danger pour la santé. Avec ou sans label bio, l'œuf est un organisme conçu pour se défendre seul. La coquille agit comme une barrière protectrice. Puis la membrane coquillière enserre la totalité de l'œuf et filtre les éléments indésirables. Une seconde membrane, dite vitelline, protège le cœur de l'œuf. Ces 3 protections sont l'écrin idéal au développement du poussin. Ce qui apparaît donc comme l'atout essentiel de la production biologique, c'est le respect de l'environnement et des volailles. Acheter des œufs bio, c'est promouvoir un mode de production plus écologique, mais ce n'est pas consommer un produit meilleur pour la santé. Pour le consommateur, ce choix citoyen a un prix. Un œuf bio coûte environ 40% plus cher qu'un œuf sans label. Et si les œufs bio ont si peu de différence avec les œufs normaux, c'est qu'il y a dans l'organisme de la poule une barrière très efficace qui protège l'œuf en développement des substances indésirables. E147, E407, émulsifiants, édulcorants, les additifs sont les composants les plus méconnus de nos aliments. Ces produits, personne ne sait vraiment ce que c'est, et pourtant on les trouve dans la plupart des aliments transformés que nous achetons. À quoi servent-ils? Sont-ils vraiment, eux aussi, sans danger pour notre santé? Une enquête de E=M6. Nous sommes à Pithiviers, en région parisienne, dans une des plus grandes boulangeries de France. Ici, on fabrique tous les jours 90 000 baguettes. Elles seront cuites et vendues dans les grandes surfaces. En surgelé, on tourne à 4800 baguettes à l'heure. Et en parisien, 3600. Bref, un très gros débit permis par la rapidité de la fabrication. Entre le moment où l'on mélange les ingrédients de base du pain, l'eau et la farine, et celui où sort de la chaîne de fabrication une baguette surgelée prête à cuire, il ne faut que 33 minutes chrono. Mais comment est-ce possible alors que chez un boulanger traditionnel, il faut 6 heures minimum pour faire lever le pain artisanal fait avec de l'eau, de la farine, du sel, de la levure et du savoir-faire. Ici, on fait une baguette express en un temps record. Mais comment réussit-on cette performance? Il y a bien sûr un secret de fabrication. C'est fait exactement pareil que le pain artisanal. Nous incorporons les améliorants, le sel et la levure. Des améliorants, voilà ce qui permet cette performance. Alors là, au niveau des améliorants, il y a des formules qui existent chez les gens qui nous apportent ces améliorants. Et au niveau de la quantité exacte, je ne connais pas. C'est tout un tas de produits. Ces produits dont même ce boulanger ignore la nature, nous allons vous en donner quelques-uns. Il y a de la vitamine C et des enzymes comme dans la lessive.
En tout, une vingtaine de ces améliorants sont autorisés dans le pain. Ils accélèrent le travail de la levure, permettant ainsi de diviser par 10 le temps de fabrication. Ils donnent du moelleux, rehaussent en odeur et en goût des farines de qualité moyenne. C'est grâce à eux qu'on peut donc faire du pain plus vite et moins cher. Les boulangers industriels et beaucoup d'artisans ne peuvent plus s'en passer. Ces améliorants ou ces additifs, c'est la même chose. On les trouve partout dans les produits agroalimentaires. Un rapide coup d'œil sur les étiquettes le prouve. Après les ingrédients classiques, on trouve une suite de produits souvent cachés derrière un code. E120, E407, etc. Colorants, conservateurs, émulsifiants, stabilisateurs, antioxydants, le consommateur s'y perd. Si je vous dis E407, E150, ça vous dit quelque chose? E400. Ce sont comment on appelle ça? Ce sont des produits qu'on introduit dans les produits, c'est-à-dire émulsifiants, tous ces petits produits qui sont rajoutés. Quand on vous marque du 130 ou 200, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, nous. Il y en a trop de toute façon. Il y en a trop. Il y a une liste. Il y a certains produits, il y a une liste. Il y a plus de produits chimiques que du naturel. Chimique ou naturel? Pas si simple. Si certains de ces additifs sont issus d'une synthèse chimique, d'autres sont bel et bien des substances naturelles. En tout cas, une chose est sûre, sans eux, une bonne part des produits alimentaires que nous achetons n'existerait pas. Les aliments se conserveraient moins bien, auraient moins de goût ou coûteraient plus cher. Mais quand on fait son marché, il faut savoir lire les étiquettes. La boîte d'une simple sauce au beurre recèle bien des surprises. Comment lire une liste d'ingrédients? Sur ce produit, une sauce au beurre, vous avez là la liste des ingrédients et vous vous rendez compte que, en principe, les ingrédients sont rajoutés dans l'ordre décroissant de leur poids lors de la préparation. Donc là, le premier ingrédient, le plus important, c'est l'eau. Et pour stabiliser l'émulsion, vous avez de l'amidon modifié, des épaississants, des émulsifiants. Donc vous voyez, ce produit, eh bien, vous achetez d'abord de l'eau et éventuellement autre chose. De l'eau à la place du beurre. Mais pour la dissimuler, l'industriel a eu recours à des additifs qui épaississent le produit. Bon, prenons notre produit, par exemple cette viande. A priori, on a un beau beefsteak haché. Et regardons les ingrédients. Vous avez bien, quand même de la viande hachée, de bœuf, mais aussi des protéines végétales réhydratées. Et puis un exhausteur de goût, 621. En fait, c'est du glutamate pour améliorer le goût en bouche après cuisson de ce produit. Donc cette viande a besoin d'améliorer son goût. Pas étonnant avec 30% de protéines végétales. Pour renforcer le goût des 50% de viande, le fabricant a rajouté le glutamate, un rehausseur de goût. Premièrement, ces additifs permettent donc de diminuer la quantité de matières premières, souvent onéreuses, sans diminuer les qualités de l'aliment. Deuxième grand rôle des additifs, la conservation. Sans eux, les aliments seraient vite pourris, rancis, oxydés, bref, immangeables. Troisième rôle, colorer les produits. Desserts, bonbons, boissons, charcuterie seraient bien internes sans colorant. Alors ici, vous êtes chez Métayer Aromatique Industrie. Nous colorons et nous aromatisons ce que vous mangez, ce que vous buvez. Et je vais vous faire découvrir les laboratoires de recherche, de développement et de contrôle. Alors les colorants, ils n'ont pas toujours très bonne presse. Oh, c'est une histoire au passé. On n'imagine pas, enfin moi en tout cas, je ne vous imagine pas achetant un sirop de grenadine pour vos têtes blondes qui ne seraient pas colorées en rouge. C'est donc ici que s'élaborent les couleurs de nos aliments, avec des produits si concentrés qu'en général, quelques gouttes suffisent. Notre rôle va être, dans ce laboratoire, en fait, d'équilibrer les colorants pour arriver à atteindre la couleur souhaitée par le client. Car ce qu'on nous demande, c'est de présenter des produits avec la couleur qui va plaire. La finalité de la couleur dans les aliments étant de favoriser l'appétence, mais surtout de favoriser la vente, en fait. Oui, car l'appétence, c'est le côté appétissant d'un produit. C'est ce qui fait qu'on a envie de l'acheter. Et comme c'est la couleur que l'on voit en premier, celle-ci est primordiale. Dans ce laboratoire d'application, on teste les effets des colorants sur nos aliments. Démonstration sur une glace à la fraise. Voilà. Ici, vous avez une glace qui a été faite avec du jus concentré de fraise, de l'arôme fraise, et vous constatez que la couleur, elle est pas vraiment très appétissante.
Seule solution, lui donner la couleur de son parfum, la fraise. On va donc tester plusieurs colorants. Là, c'est du rouge cochenille, un colorant extrait à l'origine de ces petits insectes. Mais aujourd'hui, on lui préfère son équivalent chimique. Calqué sur la molécule naturelle, il donne exactement la même couleur. Le colorant artificiel qui s'appelle le E124 a pris comme nom rouge cochenille. À titre d'indication et qui est quand même capital sur le plan industriel, la couleur rouge obtenue avec de la cochenille doit coûter entre 10 et 20 fois plus cher que la même couleur rouge obtenue avec ça. Comme souvent, la version artificielle obtenue chimiquement est beaucoup moins chère que la version naturelle. Vos glaces à la fraise doivent donc leur belle couleur au colorant E124. Artificiels ou naturels, les colorants, s'ils ne nous apportent rien au niveau nutritif, sont sans danger pour notre santé, en dépit de la méfiance viscérale des consommateurs. Beaucoup de ces additifs sont les produits chimiques. Comment sont-ils évalués? Existe-t-il un risque pour l'homme? Et dernier grand rôle des additifs que nous n'avons pas encore abordé, leur part dans l'amélioration de la texture de nos aliments. Vous allez le voir, tout est une question de dosage. Avant d'être autorisé, chaque additif est étudié pour vérifier qu'il n'est pas nocif. Sur les étiquettes, le E d'un additif, ça veut dire évaluer. Des toxicologues ont mesuré la dose quotidienne du produit qu'on peut absorber sans risque. Aucune chance donc de tomber malade ou de développer une allergie. Très souvent, les malades accusent ces produits, les additifs en général, alors qu'en réalité, c'est très exceptionnellement en cause. On peut considérer très largement que les allergies alimentaires, c'est d'abord et avant tout les aliments eux-mêmes, bien plus souvent que les additifs alimentaires. Il faut aussi rappeler quand même que des additifs alimentaires sont indispensables à la conservation des aliments, sinon il y aurait plein de bactéries qui là seraient particulièrement dangereuses. Des conservateurs donc, mais aussi des colorants et des exhausteurs de goût. Voyons maintenant le quatrième grand rôle des additifs. Ils améliorent la texture des aliments. C'est le travail des émulsifiants, des épaississants et des gélifiants. Encore une fois, personne ne sait ce que c'est. Un émulsifiant, bien sûr. Si je vous dis E407, E150, ça vous dit quelque chose? E407, c'est le carragénane, un gélifiant que l'on trouve dans presque toutes les crèmes dessert. Derrière ce nom de code se cachent des substances étonnantes. Ce qui veut dire que quand vous faites vos courses, que vous achetez un dessert lacté par exemple, et que vous voyez E407 sur l'étiquette, eh bien d'une certaine façon, vous mangez quelque chose extrait de cette algue. Ces algues rouges ramassées au Chili sont séchées puis broyées. Ce sont elles qui donnent cette poudre blanche. Les carragénanes sont les plus performants des gélifiants, des substances magiques capables de transformer n'importe quel liquide en une crème onctueuse. Aujourd'hui, on teste leur efficacité dans un mélange d'œufs et de lait pour créer un nouveau flan. Venez par ici, je vais vous montrer comment ça marche, les carragénanes. Là, c'est un mélange pour un dessert lacté. Et vous voyez, le produit est complètement liquide. Là, nous avons exactement la même recette. Mais là, on a ajouté des carragénanes. Et vous voyez, on obtient un flan très ferme. On peut même dire dur. On peut obtenir plein d'autres textures, comme ici. Là, c'est une crème dessert. Mais comment les carragénanes peuvent-ils ainsi solidifier les liquides? Venez jeter un coup d'œil par ici. Ça, c'est un exemple. C'est un mélange comme celui d'une crème dessert. Ça, ce sont les particules de protéines dans le lait. Et ici, vous avez les molécules de carragénane. Ces molécules de carragénane vont s'agripper aux protéines du lait. Puis, quand vous faites chauffer le mélange, les molécules de carragénane s'entremêlent et solidifient le tout. C'est ce qui fait que le flan prend. Crème, flan, glace, yaourt, tous les produits mis au point à l'aide des carragénanes sont testés ici. Après 10 mois de travail et de multiples essais, l'industriel n'a plus qu'à copier la recette. Dans une pièce voisine, des techniciens goûtent dans le plus grand silence, isolés dans des cabines blanches. Une méthode que l'on retrouve partout dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, les goûteurs ont à définir si la texture de la crème préparée avec des carragénanes répond à la demande. Ce n'est pas suffisamment humide. Le goût est très fort en bouche, et puis ça colle un peu. En gros, ce n'est pas encore au point, tous les goûteurs sont d'accord.
La crème sera donc renvoyée au laboratoire et la recette modifiée jusqu'à ce que l'on trouve la texture idéale commandée par le client. Cette procédure est la même pour tous les additifs de cette famille, les texturants. Car à côté des carragénanes, il en existe beaucoup d'autres qui permettent d'imaginer chaque jour de nouvelles textures. C'est le cas de l'autre grande catégorie de texturants, les émulsifiants. On les trouve dans tous les produits où l'on a besoin de mélanger des matières grasses et de l'eau. A priori, ce n'est pas possible. Pourtant, dans le laboratoire Margarine, on réussit ce miracle quotidiennement. Ça, c'est la façon la plus facile de comprendre comment marche un émulsifiant. Dans ce tube, on a versé de l'eau et de l'huile sans émulsifiant. Vous voyez que les deux liquides se séparent. Là, on a mis un émulsifiant et on voit bien l'eau et l'huile qui restent mélangées. Voilà tout l'intérêt du monoglycéride distillé, l'émulsifiant le plus répandu dans nos aliments. Ici, 2 pots de margarine, à gauche avec émulsifiant, à droite sans émulsifiant, les graisses ne se sont pas mélangées à l'eau. Même test, mais cette fois sur du carton. L'intérêt là, c'est de nous faciliter la vie avec une margarine qui s'étale bien. Enfin, dernière expérience, derrière les fourneaux, on essaie 2 recettes de margarine avec 2 émulsifiants différents. La première éclabousse votre gazinière. La seconde, beaucoup plus efficace, vous économisera du ménage. Mais pas de l'argent, vous la paierez plus cher. Les émulsifiants, vous les trouvez partout. Dans les produits allégés, dans les vinaigrettes toutes faites ou les desserts. Bref, là où on a besoin de mélanger des matières grasses et de l'eau. Conclusion, les additifs, tout le monde y gagne. Ils améliorent l'aspect, la texture, la couleur des aliments, ils les conservent et ils permettent aux industriels d'utiliser moins de matières premières et donc aux consommateurs de les payer moins cher. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines vinaigrettes allégées, l'eau coûte entre 2 et 3 € le litre, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus cher que l'eau minérale. Bien sûr, les fabricants vous diront qu'il faut payer la recette, mais c'est quand même bien vendu. Conséquence de la crise de la vache folle, beaucoup de consommateurs se rendent chez leur poissonnier. Mais aujourd'hui, peut-on encore acheter et manger du poisson les yeux fermés? Comment être sûr que son poisson est frais, qu'il est sauvage, c'est-à-dire pêché en mer, ou qu'il provient d'un élevage? Est-il dans tous les cas sans danger pour notre santé? Regardez. Il est minuit et demi, Jean-Pierre Lopez arrive à Rungis, près de Paris. Direction la Halle aux Poissons. Comme chaque nuit depuis 20 ans, il vient ici pour approvisionner son étal. Il passe des heures à la recherche des espèces les plus fraîches. Grâce à son expérience, Jean-Pierre Lopez sélectionne les plus beaux spécimens. Regardez ça. Ça c'est plus... Et celui-là, il est magnifique, ça se voit, non? Pourquoi? Parce qu'il est... Regardez cette raideur, regardez cette feuille. Vous voyez bien? Là, il n'y a absolument pas d'odeur, ça ne sent pas. Oui, ça sent rien. Ça ne sent rien du tout. Un poisson frais n'a pas d'odeur, à peine celle d'une légère brise marine, et encore. Ce qui n'est pas le cas de ces collinots. Vous voyez ce que c'est qu'une serpillière? Celui-là, il y a longtemps qu'il n'a pas vu sa mère. Hein, ça c'est un poisson qui a minimum 3 semaines de pêche. Regardez comme il est terne. Les yeux sont à l'intérieur. Lorsque vous appuyez sur un poisson qui n'est pas très frais, l'empreinte elle reste. La chair a perdu son élasticité, vous voyez? Au moindre doute, voici le test qui tue, l'épreuve de la sole qui colle. Elle est bien gluante, elle est bien ferme. Celle-ci, elle est presque autocollante, elle est adhésive, vous voyez? Celle-ci, vous pourriez la mettre au mur. Vous pouvez faire une décoration dans la salle de bain, ça tient. Pour s'assurer de la fraîcheur des poissons, une enseigne d'hypermarché français a trouvé une solution. Les chalutiers restent sur la zone de pêche. Ce sont les équipes de pêcheurs qui se relaient. Elles prennent l'avion pour rejoindre le navire. Les poissons, eux aussi, repartent chaque semaine par voie aérienne. Des camions les acheminent ensuite vers les supermarchés. Résultat, 8 jours de fraîcheur gagnés. Pour le consommateur, c'est la garantie d'un poisson capturé moins d'une semaine plus tôt. Mais pour de l'archi-frais, une seule solution, la petite pêche côtière. Et c'est justement pour ce poisson-là que Jean-Pierre Lopez arpente la halle de Rungis. Son œil averti repère tout de suite les poissons d'élevage. Certains détails sont caractéristiques.
Un sauvage et un d'élevage. Alors, la différence provient du fait qu'ils sont serrés dans les bassins et à force de se frotter sur les parois, les nageoires sont usées, elles sont atrophiées. Et puis au niveau de la tête aussi, souvent ils ont le nez écrasé. Vous voyez la différence de regard. Consommer du poisson frais n'écarte pas tous les dangers. Nous sommes ici dans une brasserie parisienne réputée. Comme dans la grande majorité des restaurants, la carte propose des tartares de saumon et d'autres recettes de poissons crus. Mais peu de restaurateurs savent que ces poissons peuvent contenir des parasites. Pour les exterminer, il est impératif de les congeler. À cause d'eux, Annick Baumann a failli mourir. Elle est pourtant amateur de poissons crus depuis plusieurs décennies. Mais il y a quelques mois, elle fait un choc allergique 4 heures après un dîner de sushi. Aucun doute possible sur l'origine du malaise. Ce soir-là, elle n'a mangé que du saumon cru. Je me couche et à minuit, je suis réveillée couverte de boutons et puis des nausées, l'impression que je vais tomber dans les pommes et des troubles digestifs épouvantables et la tête qui se met complètement à gonfler, impossibilité de parler, sensation d'étouffement et tout. Donc là, je me dis, il faut réellement que j'aille faire l'enquête allergologique complète parce que c'est très très angoissant. Hein. Mais surprise, lors du bilan allergologique, elle ne réagit à rien, pas même au saumon qui l'a rendue si malade. En fait, Annick Baumann est allergique à ces taches rouges, des anisakis, des petits vers de 1 à 5 cm qui parasitent à plus de 80% certaines espèces de poissons comme le saumon ou le hareng. Même sans y être allergique, ce ver peut être redoutable. Il se loge dans le tube digestif et tente d'en percer la paroi pour s'échapper. La seule solution pour faire stopper la douleur intense est d'opérer pour extraire le parasite. Pour les amateurs de poissons crus, la bonne habitude à prendre, c'est la congélation préalable. Ce traitement est aussi exigible dans les restaurants qui servent des tartares de saumon. Les Japonais, grands amateurs de poissons crus, acceptent ce danger potentiel des anisakis. Mais ce ver provoque tout de même là-bas chaque année la mort de plusieurs dizaines de personnes et les chirurgiens japonais pratiquent près de 3000 opérations par an. Par quel miracle la banane, un fruit pourtant fragile qui vient de loin, nous parvient-elle impeccable, jaune au centre et verte ou debout? La réponse à cette question, vous allez le voir, fait appel à une technologie étonnante. Des bananes tous les jours et toute l'année, c'est aujourd'hui possible grâce aux prouesses de la technologie. Sans la technologie, vous auriez vraisemblablement dans votre assiette une banane de cette qualité et cette couleur. Par contre, grâce à la technique, voilà ce que vous obtenez aujourd'hui. Ici aux Antilles, la banane pousse toute l'année et elle arrive sur nos marchés comme si elle avait été cueillie la veille, mûre, juste comme nous le souhaitons. Pourtant, avant d'arriver dans nos assiettes, ces bananes auront parcouru 7000 km, soit 6 jours de mer. Aujourd'hui, les scientifiques maîtrisent totalement le mécanisme de mûrissement des fruits. Ils savent les endormir et les réveiller quand ils le souhaitent. Cueillies complètement vertes, elles sont embarquées dans ce bateau bananier très moderne, équipé de cales réfrigérées à air ventilé. Maurice Gromil est le commandant de ce bateau, c'est lui qui veille sur le sommeil des bananes. Nous avons 5000 tonnes de bananes à bord, on peut en transporter jusqu'à 9000. Actuellement, dans cette cale, on a à peu près 200 conteneurs de bananes qui sont toujours en froid. En froid, plutôt en frais, c'est-à-dire 13 degrés. C'est à cette température-là que les bananes s'endorment. Pas moins de 13 degrés, sinon elles gèleraient. Il leur faut aussi de l'air, beaucoup d'air. C'est pourquoi il a fallu concevoir exprès pour elles des conteneurs isothermes à air ventilé. Alors les bananes sont dans ces conteneurs, ici, qui sont accouplés au mur de froid qui est derrière moi, ici, le mur de froid, avec la sonde de thermomètre de température qui nous permet de voir en permanence la température qu'il y a dans ce conteneur. La sonde est reliée au système informatique du bateau. Nous sommes ici sur la passerelle de navigation, c'est là que la température de tous les conteneurs est surveillée. L'informatique nous sert à surveiller en permanence chaque conteneur. Vous vous rendez compte que si on avait à suivre avec un thermomètre manuel chaque conteneur, il faut savoir qu'il y en a 900 conteneurs à bord. Tandis que là, en permanence, dans
Il faut, pour visualiser le navire entièrement, il faut à peu près 5 minutes. Mais tout n'est pas laissé à la seule informatique. Notre commandant n'est pas qu'endormeur de bananes, il est aussi renifleur. Là, on vient renifler la banane pour savoir si elle mûrit ou elle mûrit pas. Donc si elle mûrit, on sent le mûrissement de la banane, l'odeur. Ça sent mauvais. Ça sent une banane mûre. Et là, ça sent quoi? Là, ça sent rien. Donc c'est bon, c'est clair. Les bananes ont bien dormi et n'ont pas mûri en route. Pendant toute la traversée, le commandant a veillé sur elles 24 heures sur 24, mais il n'en a pas vu une seule. Les conteneurs sont scellés, seule la douane ou les clients peuvent les ouvrir. Arrivé au Havre, sa mission est terminée. Ici, tous les lundis, un bateau comme celui-ci est déchargé en 12 heures. Chaque année, 480 000 tonnes de bananes sont importées en France. Débarquées du bateau, encore endormies, les bananes sont acheminées dans ce que l'on appelle les mûrisseries. Nous sommes ici à Rungis, dans les coulisses de la plus grosse mûrisserie de France. 27 000 tonnes de bananes sont réveillées ici chaque année. François Dalle est responsable technique, c'est lui qui fait mûrir les bananes. Nous déchargeons les palettes les unes après les autres. La première étape est de faire un contrôle qualité à réception. Donc vous voyez que la banane est bien fraîche, elle est encore humide. Alors, un point important de contrôle est de regarder si la banane n'a pas eu froid pendant le transport. Parce que l'ennemi de la banane est le froid. Donc, on ouvre, la technique consiste à ouvrir légèrement la première peau de la banane. Et si la banane est bien verte, si la peau est bien verte, ça veut dire que la banane n'a pas eu froid pendant le transport. Si c'était le cas, elle serait brune, elle serait très brune. Ce qui fait que lorsqu'elle va devenir jaune, la banane serait marron et invendable. Alors le deuxième point est de mesurer la température. 16 degrés 9, la température est bonne. La banane doit être entreposée à 17 degrés, pas plus, dans l'une de ses chambres pendant 5 jours. Première étape, le gazage à l'éthylène pendant 24 heures pour réveiller la banane. On a un petit tuyau qui vient injecter l'éthylène par le plafond et avec les ventilateurs, l'éthylène est brassé partout. Mais je répète, ça ne dure que 24 heures et après la banane produit son propre éthylène et à ce moment-là l'éthylène est donc dégagé par la banane et elle reste bien dans le carton. L'éthylène, un gaz naturellement dégagé par les fruits, n'est pas dangereux pour la santé de l'homme. En fait, ce gaz sert à ouvrir les pores de la banane. Puis on ventile la chambre pour faire respirer les fruits, c'est-à-dire que l'on apporte de l'air, de l'oxygène. C'est ce nouveau procédé qui va rendre votre banane toute jaune avec les bouts verts. C'est comme ça que les Français aiment les manger. 4 à 5 jours plus tard, la banane ressort de la chambre toute jaune, toute mûre ou presque. Ces bananes sont jaunes mais elles ne sont pas tout à fait mûres parce que lorsque ça sort de la mûrisserie, ça doit aller en centrale d'achat et ensuite c'est livré dans un magasin. Donc il y a encore 2 jours et cette coloration qui est encore un petit peu verte permet de tenir les 2 jours pour aller en magasin. Et là, lorsqu'elle sera en magasin, elle sera complètement jaune. Mais la banane est un fruit difficile à conserver. À ce stade, elle mûrit extrêmement rapidement. La banane évolue très vite parce que c'est un organe vivant qui respire beaucoup. C'est un des fruits qui a le plus gros taux de respiration. Donc elle continue d'évoluer toujours après le phénomène de mûrissage. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez injecté de l'éthylène? Non, ça n'a absolument rien à voir. Si cette banane n'avait pas été mûrie avec de l'éthylène, elle aurait eu le même phénomène, un peu plus long, de manière un peu plus anarchique. C'est-à-dire que cette banane-là aurait pu devenir jaune et celle-là rester verte, au sein d'un même bouquet. En France, toutes les bananes que nous mangeons ont toutes mûri de cette façon. Elle est l'un des rares fruits que nous pouvons déguster en toute saison, tout comme la pomme. C'est vrai, comment se fait-il que nous puissions acheter les pommes quasiment toute l'année alors qu'on ne les récolte qu'entre la fin de l'été et le début de l'automne? Eh bien, vous allez découvrir que la pomme envoie des vertes et des pas mûres, c'est le cas de le dire. Regardez. Savez-vous que sur votre marché, quand vous achetez des pommes en juin, elles ont été récoltées presque 1 an auparavant? Et pour pouvoir en croquer de janvier à décembre, il a fallu mettre au point une méthode de conservation de mieux en mieux maîtrisée. Première étape, il faut d'abord bien cueillir le fruit. Donc en fait, on attrape le fruit par en dessous et on la bascule pour qu'elle se détache toute seule. Et voilà la queue. Depuis 20 ans, Cécile Demoury en produit plus de 1000 tonnes par an. Sa récolte s'étale sur 2 mois et demi, d'août à octobre. Les pommes sont immédiatement sélectionnées. D'un côté, celles que vous ne mangerez que dans 1 an, de l'autre, celles qui sont en ce moment sur votre marché. Alors ce sont celles-ci. C'est la variété Elstar, très sucrée, très juteuse. Donc celle-ci, on la mange maintenant.
Et quand on en mange en février-mars, c'est quelle pomme alors? Alors, ça peut être celle-ci, mais ça peut être surtout celle-ci, la Génagorède, qui va se garder plus longtemps et qui va rentrer en atmosphère contrôlée ou en frigo et qui part à la coopérative. Bref, qu'on les mange en octobre ou en mars, elles sont toutes cueillies en même temps. La majorité d'entre elles, 95% de la production de Cécile de Moury, est destinée à la longue conservation et envoyée dans une station de stockage fruitière comme celle-ci, près d'Avignon. Pendant combien de temps? Pour le déterminer avec précision, des réceptions, on en prélève quelques-unes pour les analyser. La machine, elle perce le fruit pour connaître la fermeté, c'est-à-dire la maturité. Et puis après, elle broie le fruit pour récupérer le jus, pour en faire le taux de sucre, analyser le taux de sucre et analyser l'acidité du fruit. Et les résultats de ces analyses déterminent l'avenir de chaque pomme. Alors cette pomme, les analyses nous montrent qu'elle a une fermeté excellente et optimum, ainsi qu'un taux de sucre supérieur à 12. C'est une pomme qui va pouvoir être conservée 6 mois ou plus, donc longue conservation, 6, 7, 8 mois. Pour pouvoir être conservée longtemps, la pomme doit être cueillie juste à point, ni trop verte, ni trop mûre. Mais comment conserver une pomme plus de 3 mois, alors qu'en 5 semaines, voici ce que devient une rainette laissée en température ambiante. Le miracle s'appelle atmosphère contrôlée. Les pommes sont d'abord entreposées dans une chambre froide comme celle-ci. Ça reste tout le temps à 1 degré. Il faut stabiliser le fruit à 1 degré. Ici, chaque chambre peut contenir 350 tonnes de pommes. Elles resteront dans cette pièce hermétiquement fermée 3, 6 ou 8 mois. Je mets cette chambre-là sous atmosphère contrôlée. Ça veut dire qu'on tombe le taux d'oxygène qui est dans l'air ambiant de 20, nous le tombons en dessous de 1%, entre 1 et 2%. Le fait de retirer l'oxygène leur évite de respirer, donc c'est pour ça qu'elle ne bouge plus. Avec seulement 1% d'oxygène dans l'air, les fruits ne respirent plus et sont endormis. Ici, chaque année, 7000 tonnes de pommes, c'est-à-dire 3 mois de consommation pour une ville comme Paris, sont conservées en atmosphère contrôlée. Pour les surveiller, la coopérative fait appel à un ingénieur agronome. Son rôle, contrôler le taux d'oxygène et de gaz carbonique grâce à des capteurs. Car sans scaphandre et sans masque à oxygène, impossible de pénétrer dans ces chambres. Mais si toutes les pommes peuvent se conserver ainsi, leurs qualités sont-elles toujours respectées? En règle générale, on peut dire que les pommes à croissance rapide, les variétés précoces, donc se conservent plutôt moins longtemps. C'est le cas de Gala, Elstar, qui prennent au bout de quelques mois en frigo des textures plutôt farineuses, donc on les garde moins longtemps. Et puis les pommes tardives, comme Granny Smith, vont se conserver plus longtemps. Et puis on a aussi des variétés comme la Golden qui se conservent très bien mais qui n'est ni précoce ni tardive. En résumé, les jaunes et vertes se conservent au moins 8 mois, les rouges beaucoup moins longtemps. Mais après des mois entreposés ici, les pommes sont-elles toujours aussi bonnes? Nous effectuons les mêmes tests en sortie de chambre que nous effectuons à la récolte. Et non seulement elles ne perdent pas, mais quelquefois elles s'améliorent. Elles gagnent un peu en maturité, elles perdent un peu d'amidon. Et elles s'améliorent donc légèrement, elles ont les mêmes qualités gustatives et nutritionnelles qu'au moment de la récolte. Championne toute catégorie de la conservation, la pomme peut se consommer presque 1 an après avoir été cueillie tout en conservant ses qualités, son apparence et son goût. La déperdition de saveur est imperceptible. Près d'1 million de tonnes sont ainsi conservées dans des entrepôts réfrigérés, ce qui représente plus de la moitié de la production française. Après 5 à 8 mois passés à suffoquer sans oxygène, notre pomme, avant de parvenir sur les étals, est bichonnée, lavée, rincée, séchée et même cirée pour être belle à croquer. Alors, à quand l'abricot et la pêche française en décembre? C'est pour l'instant totalement impossible. Malgré leurs recherches, les ingénieurs agronomes sont pour l'instant incapables de maîtriser la conservation des fruits à noyaux. Un dernier mot quand même sur ces pommes, pour rappeler que cela fait des siècles que l'on sait les conserver plusieurs mois. Autrefois, cela se faisait dans des caves bien aérées et on retirait les pommes pourries au fur et à mesure. La nouveauté est bien sûr que l'atmosphère contrôlée permet de prolonger encore cette durée de conservation et surtout de garder intactes les qualités gustatives des pommes. Maintenant que vous en savez plus sur votre alimentation, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.